Madame, Monsieur, bonsoir. Les principales informations sur ITV, dont voici les titres. L'enseignement supérieur n'a plus la cote auprès des futurs bacheliers. On explique cette tendance lourde par le visage peu amène de l'enseignement supérieur dans notre pays où les enseignements sont très perturbés. De cause à effet, les élèves dans les lycées succombent à la tentation de l'exil pour aller étudier dans les universités européennes ou américaines. L'UEMOA s'inquiète des attaques terroristes à répétition. L'instabilité et l'insécurité sont de nature à s'aborder les acquis et à anéantir tout le travail déjà abattu. Les pays membres de l'UEMOA tiennent à Dakar la 4e réunion sur la paix et la sécurité. Une rencontre sur l'entrepreneuriat féminin s'est terminée à Dakar avec plein de projets dans la tête. Les femmes veulent être au sommet et s'autonomiser. Mais que renferme cette notion d'entrepreneuriat? Nous avons posé le débat. Enfin, l'invité du vendredi, Pape Songué Diop, trésorier de la Convergence des cadres républicains, maire de Gandiaye et président du conseil de surveillance de l'Agence du patrimoine bâti de l'État. Nous le retrouverons en fin de journal. Le développement de tous ces titres dans un petit instant. En bref, le député de la majorité, Seydina Fall, dit Bougazali, n'a pas déféré ce vendredi à la convocation de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. On rappelle qu'il a été interpellé hier, puis entendu pour des faits supposés de trafic de billets de banque et de faux monnayage. Nous y reviendrons. Le meurtre de la dame Aminata Ka à Malika a choqué au plus haut point les femmes sénégalaises. Elles en ont encore appelé à l'État pour plus de protection parce que, disent-elles, la situation dans le pays pour elles est de plus en plus irrespirable. Indignées, les femmes qui se sont regroupées au sein d'une association qui s'appelle Dafadoy ont à nouveau tiré totalement le signal d'alarme. Cheikh Hassan Fall et Moussa Fall, reportage. La peur et la tristesse sont les sentiments les mieux partagés suite au drame. Les femmes que nous avons rencontrées sont indignées, affligées. Le sentiment d'indignation est là. Moi, personnellement, je suis surtout sur ce dernier cas. Moi, personnellement, ça m'a offusqué, ça m'a énervé. Le sentiment d'indignation est là. Maintenant, quand on en compte 4, ça fait vraiment trop. C'est beaucoup trop. Un sentiment de tristesse et d'amertume. Et je me mets à la place de sa famille, qui est très dure, surtout sachant que ce sont des violences faites aux femmes. Des femmes qui ne se sentent plus vraiment en sécurité. On est en train de faire voler la sécurité par rapport aux femmes et aux filles. Nous ne sommes plus en sécurité en fait. Nous ne sommes plus en sécurité parce qu'à chaque fois qu'on pense qu'il y a des meurtres, surtout des meurtres, on pense à nous-mêmes, on pense à nos sœurs, à nos mamans. Aux yeux de ces dames, la prévention doit prévaloir sur les sanctions. Il faut qu'on arrive à saisir toutes les institutions de ce pays. Il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse mettre en place des mécanismes. La criminalisation du viol, oui, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. On va juste remplir des prisons. Mais le mécanisme doit être la prévention, doit faire en sorte que ce genre de cas n'existent pas. Je crois que la chose à faire, c'est vraiment de prévenir. Prévenir et mettre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir avoir une sécurité. Surtout concernant les filles et les femmes, parce que nous ne sommes plus en sécurité, surtout aujourd'hui au Sénégal. Ce mercredi 13 novembre à Malika, Aminata Ka, 22 ans, est enceinte et morte après avoir été rouée de coups par son époux. Un meurtre qui indigne les femmes sénégalaises, qui appelle les autorités à agir. L'éducation est à même de pallier la crise de civilisation. Les bacheliers sénégalais, de plus en plus tentés
par les études à l'étranger et tout cela s'explique. L'enseignement supérieur au Sénégal est qualitativement en difficulté, sans compter les perturbations et les grèves cycliques qui découragent et désarment plus d'un élève en année de bac au lycée d'application. Seydou Nourou Tall, où nos reporters se sont rendus. Le choix est vite fait. La plupart veulent partir. Mamadou Bipa Cicero et Augustin Mandan ont réalisé le reportage. Rester au Sénégal et faire ses études supérieures, une possibilité qui enchante peu ses futurs bacheliers. Au lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar, des élèves de terminale déclinent leurs ambitions. Je compte faire une prescription pour les classes préparatoires françaises et je compte après cela, après ces 2 ans de formation qui se feront là-bas, je compte faire le concours d'entrée à l'école normale supérieure parce que je veux accomplir mon rêve qui est de devenir professeur. Je ne suis pas attiré, pas trop. Ici, les conditions là où nous sommes, c'est genre, on peut apprendre mais on ne peut pas s'épanouir, vous voyez. C'est différent d'aller à l'extérieur, même si on ne verra ni père ni mère, on sait qu'on sera dans de bonnes conditions. Cette décision est souvent motivée par la situation dans laquelle se trouvent certains de leurs aînés et ont déjà obtenu leur bac. Je trouve aussi que pour les orientants, parce que certains élèves sont orientés au niveau des lycées privés, mais l'État, vu que l'État ne paye pas, les universités privées les renvoient et ce n'est pas vraiment optimal pour les études. J'ai des amis qui sont à ISM, à AFI, ils me disent que c'est vraiment bien, mais je pense vraiment que le meilleur serait d'aller vers l'extérieur, puis après revenir avec des connaissances qu'on a acquises là-bas pour mieux servir le pays. Malgré cela, l'une d'entre elles est déterminée à rester au Sénégal. Son nom, Fatoumata Bintou Dramé. Élève en classe de terminale S2, elle estime pouvoir performer dans une filière scientifique sur place. Après l'obtention du bac, je voudrais m'orienter vers des études soit en géologie ou dans la biologie, en microbiologie. J'espère que j'aurai l'occasion de rester étudier au Sénégal parce que c'est mieux de rester dans son pays pour les études et tout. Ça permet de bien savoir le système éducatif et peut-être aussi de développer l'industrie des universités privées ou publiques au Sénégal. Si les études supérieures à l'étranger, particulièrement en France, séduisent de plus en plus des bacheliers, leur souhait de rentrer servir le pays ne se réalise pas toujours. Un fait qui pourrait avoir des répercussions dans l'économie de leur pays d'origine. Les élèves tracent des plans sur la comète. Pendant ce temps, la 74e édition du séminaire international sur l'entrepreneuriat féminin s'est achevée à Dakar. Plusieurs femmes d'ici et d'ailleurs ont pu avoir une plage pour passer au crible leurs différents projets. Nous allons écouter en cela Ndeye Marie Aïda Ndiéguène et les membres du séminaire au micro de Alioune Gueye. C'était une rencontre entre 20 entrepreneurs, 10 Sénégalaises et 10 Canadiennes. Le but, en fait, c'était de créer un cadre de collaboration, un réseau sénégalo-canadien et de concevoir ensemble une ressource qui permettrait aux femmes des 2 pays, donc aux autres femmes, d'entreprendre, de créer leur propre entreprise, d'avoir des supports tels que les supports qu'on a présentés ici, la vidéo, le guide de l'entrepreneur, mais aussi la plateforme web. Et le but, c'était vraiment de partager nos connaissances, de créer ce réseau de collaboration. L'entrepreneuriat est une notion que l'on convoque de plus en plus dans nos discussions, mais de quoi s'agit-il? Nous avons posé la question à des femmes entrepreneurs qui ont donné des éléments de réponse en invitant leurs congénères à prendre des risques et à entreprendre en évitant les cérémonies dispendieuses et tous les gaspillages qui s'ensuivent. Alioune Gueye et Moussa Fall. Qui viennent d'horizons divers, elles exposent leurs différents projets avec comme finalité la promotion de l'entrepreneuriat féminin
Je suis entrepreneur, CEO et fondatrice de l'entreprise EcoBuilders MS, Made in Sénégal, qui est spécialisée dans la construction écologique, notamment l'utilisation de matériaux recyclés, de récupération et de matériaux naturels pour la conception d'hangars de stockage dans les zones rurales. C'est l'école de formation en entrepreneuriat et en management. On forme les jeunes tambacoundoises à entreprendre. Comme vous le savez, naturellement, tout est concentré dans la capitale. Et nous, comme on est trop régionalistes, on veut vraiment faire bénéficier la jeunesse tambacoundoise des séminaires comme ça, des séances de coaching, du réseautage. Et notre projet futur, c'est de créer un centre d'incubation là-bas à Tambacounda. Je suis entrepreneur avec eux. Je suis la directrice et la fondatrice de Ferme Avicole Yandela, qui œuvre dans la production de poulets de chair et d'œufs. L'entrepreneuriat, un mot qui a plusieurs définitions. Ces dames s'en donnent à cœur joie. L'entrepreneuriat, je pense que les définitions seront diverses et seront propres à chaque individu. Mais pour moi, entreprendre, c'est créer, concevoir un concept en fait lié à une problématique locale et innover dans ce sens pour résoudre les problématiques d'une société, d'une population en quelque sorte. L'entrepreneuriat, c'est le fait de vouloir être, par exemple, son propre patron, d'avoir sa propre entreprise, d'ouvrir sa propre boîte et de ne dépendre ni en temps ni en argent d'un patron. Au Sénégal, certaines femmes économisent, mais dépensent l'argent dans des cérémonies. Une attitude qui n'est pas du goût de ces femmes. On a une culture sociale qui est autour de ça, qui est autour du folklore. C'est une culture qu'il faut garder, qui est nécessaire. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est sensibiliser les femmes sur leur pouvoir d'agir. Aujourd'hui, les femmes doivent comprendre qu'elles ont le pouvoir de créer, qu'elles ont le pouvoir de concevoir, qu'elles ont une mission aussi de créer une valeur ajoutée, une économie. Ça, c'est existentiel. Et moi, je ne suis pas pour, honnêtement. En tant que femme, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas pour. Parce que je ne vais pas travailler tout mon argent pour ensuite mettre ça dans des cérémonies comme ça. Certes, on doit se faire des cadeaux, on doit se faire plaisir, mais il y a quand même des limites. Le gaspillage est très fréquent ici au Sénégal. Mais moi, je pense que nous, jeunes générations, on est conscientes de cela. Et nous ne sommes pas effectivement dans ce gaspillage-là. Moi, je pense que c'est nos parents, nos grands-parents, par exemple nos mamans, qui sont plus dans ce gaspillage-là que nous. L'entrepreneuriat féminin est le credo de ces femmes qui pensent qu'un sursaut est nécessaire. Plus d'autonomie afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans l'émergence économique de la société. Les femmes sont aussi sur le littoral comme mareyeuses. La campagne de sensibilisation autour de la sécurité en mer a été clôturée hier à Gandiol, c'est à Saint-Louis. Le capitaine de vaisseau Mamadou Diaye, directeur de la protection et de la surveillance des pêches, explique ici les enjeux de cette activité au microphone de Momar Alissignan et Ali Thiam. La campagne elle a été mise en place pour informer, toucher le maximum de pêcheurs actifs sur la problématique de la sécurité en mer. Vous avez raison, il y a eu beaucoup de décès en mer, et particulièrement au niveau de la brèche. Vous me donnez l'opportunité de présenter mes très sincères condoléances à toute la communauté des pêcheurs de Guet-Ndar et des environs. Et vous dire, en tout cas, l'importance pour les plus hautes autorités, que les plus hautes autorités de ce pays accordent à la sécurité des pêcheurs artisans. Nous sommes venus, depuis ce matin, former les pêcheurs de Gandiol aux règles élémentaires du secourisme, mais également aux règles minimum à respecter quand on doit prendre la mer. Et nous pensons qu'à l'issue de cette formation et à l'issue de cette journée bien remplie, les règles de sécurité seront davantage respectées par les pêcheurs artisans pour une réduction drastique du nombre de disparus et de morts qui ont été enregistrés. Nous allons faire un saut de puce du nord au sud. C'est une activité qui était peu connue, mais par la force des choses, elle est devenue une attraction pour les éleveurs de Kolda, précisément dans le village de Sinthiou Aliou, où la culture
du niébé fourragé et de ce qu'on appelle là-bas maralfalfa est expérimenté. La localité a abrité une cérémonie dans ce sens en présence des ONG et de tous ces projets intervenant dans la filière élevage. Reportage dans la capitale du Fouladou, Seydou Diatta. Dans cette partie du département de Médina Yoro Fula, les acteurs de la filière lait ont développé la culture du fourrage pour assurer la production laitière en quantité suffisante pour les unités de transformation présentes dans la région. L'initiative est soutenue par Enda Energy en collaboration avec les agronomes vétérinaires sans frontières et le PDRS. On a lancé cette journée de fosse de fourrage pour éviter que le feu de brousse emporte tout ce tapis herbacé qui est ici au niveau de la région de Casamance. Chaque année que je fais, il y a quand même des pertes de fourrage dans la zone. Il y a des feux de brousse qui se vissent. C'est le moment le plus propice pour faire des réserves fourragères. Si tous les éleveurs arrivent à fausser le maximum de fourrage, ça nous permettra de produire du lait en quantité et en qualité à moindre coût. Ici à Sintian-Saliou, dans la commune de Koulinto, l'expérimentation du maralfalfa a également connu un franc succès. C'est une plante qui nous vient du Brésil, mais qui est aujourd'hui expérimentée un peu partout au Sénégal. Et la bouture, dès qu'elle prend, après 45 jours, on peut couper. Donc, c'est des plantes qui peuvent te faire jusqu'à plus de 2 mètres, 2,50 mètres de hauteur. Tant que vous avez de l'eau, la chose va pousser et la chose peut faire 7 ans. Autrefois, les éleveurs éprouvaient d'énormes difficultés pour nourrir leur bétail en saison sèche. Difficultés partiellement attribuées à la Sodefitex. L'usine de coton est à Kolda. On produit ici le coton, on produit ici la graine, mais nous les éleveurs, en tant qu'éleveurs de la région de Kolda, si on va là-bas pour acheter la graine de coton, on n'arrive pas à acheter la graine de coton. Et depuis 2 ans maintenant, pour avoir de la graine de coton au niveau de l'usine de Kolda, c'est des problèmes. Les graines sont revendues ailleurs, jusqu'à Mauritanie. La campagne de fosse de fourrage ayant ainsi démarré, une récompense est prévue pour l'éleveur qui aura fauché la plus grande quantité. Une manière de les encourager à tirer profit du tapis herbacé avant l'arrivée des feux de brousse. La complexité de notre sous-région se précise de plus en plus dans un contexte de récurrence des attaques des groupes armés. En Afrique de l'Ouest, les États de l'UEMOA ont planché sur la paix et la sécurité, occasion pour le président de l'Union, donc de la Commission de l'Union, de plaider une meilleure coopération entre les États et les institutions régionales pour tordre le cou au terrorisme. Écoutons le président Abdallah Boureima qui s'exprimait à l'ouverture de cette session. Notre Union doit y accorder un ordre de priorité élevé dans le prolongement des efforts des États concernés à travers notamment une coopération plus accrue avec les organisations régionales œuvrant en faveur de la paix et de la sécurité dans notre espace communautaire, en particulier la CEDEAO et le G5 Sahel. La Commission a pris les mesures voulues afin que le mécanisme de veille et d'alerte précoce de l'UMOA, le MEVAP, soit opérationnel avant la fin de l'année en cours, contribuant ainsi à accroître la capacité d'anticipation des crises et conflits de notre Union. C'est la crise au marché central aux poissons de Pikine où les mareyeurs et la direction ne sont plus en odeur de sainteté. Les mareyeurs qui exploitent des conteneurs se plaignent des dégâts collatéraux qui ont été causés par la construction du train express régional. Dans leur complète, ils demandent l'audit de la gestion du marché. Nous allons écouter Mohamed Silla, délégué dans cet espace. Il est au micro de Boudal Ndiaye. Nous interpellons le président de la République, nous interpellons aussi M. Moutaga, directeur de l'APIX, nous interpellons le ministre de la Pêche pour qu'il vienne intervenir sur la situation des conteneurs du marché central aux poissons. Parce que présentement, les conteneurs sont impactés et jusqu'à présent, l'APIX n'est pas en contact direct avec les propriétaires des conteneurs pour discuter les mesures d'accompagnement ou les mesures d'indemnisation. L'APIX dit qu'il a fait un chèque de 37 millions pour les conteneurs. Ça, c'est pas clair.
Ça, c'est pas clair. Nous voulons que le directeur de l'APIX, nous l'interpellons, M. Moutaga, de venir vérifier cette affaire. Que l'argent qui a été déposé a été donné dans la main du directeur du marché central au Poisson. Et nous le déplorons aussi. Voilà. Donc nous refusons catégoriquement toute force qui va venir soulever nos conteneurs sans discuter avec nous. Parce que ces conteneurs, il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans ces conteneurs, il y a des centaines de millions de francs qui sont dans ces conteneurs. Et ces conteneurs font nourrir des centaines de milliers de familles sénégalaises. Nous interpellons aussi le nouveau ministre de la Pêche pour qu'il vienne amener une commission d'audit au niveau du marché central au poisson. Parce qu'un marché qui fait rentrer plus de 1 million de francs de CFA par jour, et rien n'a été fait dans ce marché, si ce n'est pas de mettre des peintures par gauche, par droite. Si vous-même vous voyez à l'intérieur du marché et dehors du marché, c'est diamétralement opposé. La page internationale de ce soir, nous nous intéressons aux actualités nigériennes, israéliennes et iraniennes. C'est un récit de Tidiane Sissé. Au Niger, Hama Amadou est de retour au pays après 3 ans d'exil en France. L'ancien Premier ministre et chef de l'opposition a été évacué à l'étranger pour des raisons de santé. Il était en prison pour une affaire de trafic présumé de bébés. Il a encore une peine de 8 mois à purger dans cette affaire. Hama Amadou a fait savoir à son arrivée qu'il était là pour faire le deuil de sa maman, mais aussi participer au dialogue politique de son pays. Depuis son exil, il a fait savoir qu'il serait candidat à la présidentielle de son pays prévue en 2020. Au Moyen-Orient, Israël reconnaît avoir bombardé un bâtiment qui abritait une famille de 8 personnes dans l'enclave palestinienne. Le bombardement en question a fait 8 morts dont 3 enfants. Le porte-parole de l'armée israélienne a reconnu que c'était une erreur et que les bombardements visaient Rasmi Abou Malou, un haut responsable palestinien. Les autorités de l'armée israélienne annoncent avoir ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Selon Radio France Internationale, en 2014 également, l'État hébreu avait bombardé une école de l'ONU tuant 4 enfants. En Iran, le gouvernement a décidé d'augmenter le prix de l'essence en le multipliant par 3. L'annonce a été faite la nuit dernière. Depuis quelques mois, la République islamique d'Iran ne peut plus exporter son pétrole à cause des sanctions américaines. Il y a quelques jours, c'est le président Hassan Rouhani lui-même qui a reconnu que les sanctions américaines avaient affaibli l'économie de son pays. Avant ces sanctions, la République islamique d'Iran produisait jusqu'à 2,5 millions de barils par jour contre 500 000 barils aujourd'hui. En culture, l'actrice principale du film Atlantique de Mati Diop a été nominée dans les catégories Révélation. Mambinta Sané tient le rôle principal dans ce film hommage aux disparus en mer. Le film a été déjà primé au 72e Festival de Cannes. Le rendez-vous des sports de ce journal avec Malik Tiandoum qui va ramasser les faits majeurs de l'actualité sportive. L'actualité sportive du week-end sera sans conteste dominée par le match Sénégal-Eswatini de dimanche à 13h au stade Mavouba de Manzi. Victorieux du Congo 2-0, les protégés de Aliou Cissé sont largement favoris face à la modeste équipe d'Estwani battue 3-0 par la Guinée-Bissau. Les Djurtou, leaders de ce groupe, se déplacent en terre congolaise. En basketball, l'attraction sera du côté de Maputo où se tient le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Victorieuse de l'Angola 75-71 lors de leur première sortie, les Lions affronteront le Mali ce samedi à 13h30. Un derby sous-régional pour la conquête du fauteuil de leader. En demi-finale, les protégés de Chersar joueront contre le Nigeria ou le Mozambique, qualifiés d'office après le forfait général de la République démocratique du Congo. Les demi-finales sont programmées dimanche à Maputo. En pétanque, l'Open International de Dakar, deuxième édition, se tient du vendredi au dimanche à Ngor Diarama.
17 pays, 330 boulistes répartis en 110 triplettes seront en compétition. Enfin, en cyclisme, Tour du Sénégal, la 5e étape sera lancée ce vendredi sur l'axe Thiès-Saint-Louis sur une distance de 182 km. Nous recevons ce soir M. Pape Sangué Diop, c'est le responsable de la commission des finances de la convergence des cadres républicains de l'APR. Vous êtes également le maire de Gandiaye et en même temps le président du conseil de surveillance de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État. Oui, exact. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, la première question, c'est une question d'actualité avec l'affaire du député Seydina Fall Boughazali, impliqué dans un supposé trafic de faux billets. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Bon, je voudrais commencer par vous remercier pour l'invitation et dire que ce matin, comme tous les Sénégalais, je l'ai appris que le député Seydina Boughazali avait été un peu arrêté par la gendarmerie. Donc c'est une information que j'ai reçue comme tous les Sénégalais. Et en attendant d'y avoir plus clair, je ne peux pas me prononcer pour le moment sur cette question. Ce n'est pas un coup de massue pour les membres de la majorité? Coup de massue, je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce soit un coup de massue. Donc c'est une affaire individuelle, peut-être qui peut engager la responsabilité d'un homme et peut-être que c'est vrai que c'est un honorable député, mais rien n'est encore définitif, rien n'est encore clair. On en est au stade d'instruction ou d'enquête même, il faut dire, et peut-être respectons la présomption d'innocence. Très bien. Cette semaine, Monsieur le Président de la République s'est vu décerner un prix à Tanger pour ses actions en faveur des libertés. Beaucoup ont critiqué cette distinction. Ils l'ont appelée distinction gadget. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce que j'en pense, c'est que des institutions respectées à travers le monde, à travers l'Afrique, quand ces institutions décident d'honorer un président de la République, c'est parce qu'il a abattu un travail certain dans ce domaine. Tout le monde sait que le Sénégal est un pays de démocratie, c'est vraiment trivial de le dire actuellement. Un pays de démocratie, un pays de liberté, où vraiment la démocratie, il est vrai, c'est une quête perpétuelle, mais le président de la République, à tout point de vue, a mérité ce prix. Vous êtes en même temps, je l'ai dit, président du conseil de surveillance de l'agence du patrimoine bâti de l'État. Il a été fait état cette semaine de dégradation et de craquellement au niveau des murs des sphères ministérielles pour lesquelles l'agence était maître d'ouvrage. Est-ce que vous pouvez confirmer ou qu'en est-il exactement? Je ne saurais ni confirmer ni infirmer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les sphères ministérielles de Diamniadio ont révolutionné un peu l'administration du Sénégal et c'est la vision du président de faire de l'administration sénégalaise une administration de développement, une administration digne de son nom. Et le projet des sphères ministérielles de Diamniadio qui a pris jour, que nous avons réalisé en 30 mois, est vraiment le reflet du mode fast track. Maintenant, c'est des ouvrages qui viennent d'être livrés. Et comme toute œuvre humaine, il se pourrait qu'il y ait peut-être quelques imperfections. Mais cela n'entame en rien la valeur de ces sphères ministérielles, leur fonctionnalité. Et chemin faisant, je crois qu'il va falloir apporter des correctifs ou bien faire des réglages avec les promoteurs. C'est ça. Le directeur général du patrimoine bâti actuellement s'appelle Yaya Abdoulkan. Oui. On ne le voit pas, il est un peu transparent. Pourquoi? Pour ça, il faut lui poser la question. Merci.
Donc, demain, vous organisez la convergence des cadres républicains, organise un panel de haut niveau, comme vous l'appelez, sur le thème du PSE en marche, quel Sénégal pour 2035. Est-ce qu'on peut avoir rapidement les enjeux de cette délibération? Ah oui, les enjeux de cette délibération, c'est que le Sénégal, après le lancement du plan Sénégal émergent en 2014, la première phase 2014-2018, qui a donné les résultats que l'on voit visibles, palpables dans ce pays, avec un taux de croissance moyen de 7%. C'est résolument, le Sénégal s'est résolument engagé dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent 2019-2023 à travers le PAP 2. Donc, il faudrait, au niveau de la convergence des cadres, accompagner la mise en œuvre de ce PAP 2 à travers ce qu'on appelle les 5 initiatives, les 3 programmes, les 5 accès universels, qui sont le condensé un peu de toute la politique du président de la République pour les 5 prochaines années. La CSR, depuis le congrès constitutif de Daniel Brottier de 2009 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, a toujours accompagné le président dans la réflexion. De Yono côté au PAP 2, je crois que la convergence des cadres a toujours été une force de proposition, de réflexion au service de la paix, au service de l'État du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous allons parler aujourd'hui, parce que le seul débat qui vaille, le seul débat qui doit intéresser les populations aujourd'hui, c'est de parler de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Très bien. Et beaucoup de Sénégalais, sûrement certains de vos opposants, caricaturent le concept de Sénégal émergent en parlant comme d'un slogan vide. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je crois qu'aujourd'hui, honnêtement, le plan Sénégal émergent n'est pas un slogan vide. Vous le savez, vous voyez le Sénégal. Toutes les réalisations qui ont été faites par le président. Je passe sous silence le PUDC, les autres programmes, le PUMA, qui sont des réalisations visibles, palpables et qui ont impacté la vie des Sénégalais. Ça, on ne peut pas passer ça par perte et profit. Maintenant, bon, peut-être un opposant est un opposant, peut-être qu'il ne verra pas, on n'a pas le même point de vue, mais ce n'est pas un slogan. Et vous voyez, la réflexion aujourd'hui va au-delà d'un mandat, la réflexion va sur 2035 et sur l'agenda 2063, sur les objectifs de développement millénaire. C'est ça, il y a un journal ce matin, je ne vous coupe pas, qui a dit que le PUDC serait à l'arrêt. Il y a un opposant qui s'appelle Mamadou Diallo, qui a écrit que le PUDC serait déficitaire de 25 milliards. Est-ce que vous, en tant que maire d'une région ou d'une ville rurale, cela ne vous déplaît pas? Non, cela ne peut pas me déplaire parce que cela ne correspond pas à la réalité sur le terrain. La réalité que nous vivons, nous, maires, c'est nos populations ont eu accès à l'eau, les populations ont eu accès à l'électricité, les populations ont eu accès à des services sociaux de base qu'elles n'avaient pas depuis l'indépendance du Sénégal. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de forages, le nombre d'extensions électriques dans le pays. On ne peut pas dire que le PUDC n'a pas fait énormément de choses pour ce pays. Et quel est votre bilan à Gandiaye? Mon bilan, il faut le demander peut-être à mes concitoyens. En tout cas, nous nous sommes attelés, comme dans la vision du président, à assurer les accès aux services sociaux de base. C'est-à-dire l'extension de l'électricité, l'extension de l'accès à l'eau et l'accès à la santé et à l'éducation pour les populations. Et on a lu quelque part que vous aviez promis 50 logements pour 3 milliards. Est-ce que c'est fait? Pas encore. Nous sommes dans les montages financiers, mais tout ceci entrera dans la vision du président, dans les 100 000 logements par an. Mais je voudrais un peu rebondir sur l'événement de demain, qui verra la participation du président de la République, qui sera à nos côtés, à côté de ces cadres qui devront porter la communication, mais en y mettant une touche très inclusive. C'est tous les secteurs, c'est-à-dire toutes les structures du parti
qui seront là et les structures aussi de Benno Bokk Yakaar. Et autour d'un panel, comme on le dit, un panel de haut niveau, nous allons disséquer le PAP 2 et le programme 535. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite plein succès. Merci aussi, plein succès aussi à votre télévision e-radio. Merci beaucoup, monsieur Diop. Donc, ce journal est terminé. Passez un très bon week-end. Je vous retrouverai lundi, s'il plaît à Dieu. Au revoir.